Alors, est-ce qu'il l'utilise il fait un seul traitement au glyphosate là, avant de semer. En fait, lui, son objectif à terme, en fait, c'est de passer en bio. Voilà. Après, comme vous le savez, quand on est engagé dans la réduction du travail du sol, etc., c'est pas forcément évident de concilier ça avec le bio. C'est un peu le souci entre guillemets qu'on a au parc, quoi, hein. C'est qu'il y a des agriculteurs qui sont engagés dans le non-travail du sol, il y a les bio, et puis l'idée c'est un peu de concilier les deux, mais ça va pas forcément ensemble pour les mauvaises herbes, parce que le labour ça sert quand même à ça à la base. Et alors après, lui, donc sa volonté, il aimerait, mais c'est vrai que pour l'instant, il a encore un traitement au glyphosate. Alors voilà, comme je disais, c'est bas volume. Enfin, il a quand même réduit son usage des phytosanitaires, mais il est encore obligé. Alors après, comment il va faire maintenant, je sais pas. Faudrait lui poser la question. Je peux pas vous répondre là-dessus. Mais Gardez le micro. D'autres questions? S'il n'y en a pas, moi j'en aurais une pour Oui, Daniel Christophe. Cluzot. Une question dont on connaît une partie de la réponse du côté de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Mais pour collecter toutes ces données sur les vers de terre, quels sont finalement les dispositifs dont on dispose pour acquérir un maximum de données? Il y a plusieurs dispositifs à différentes échelles. Il y a d'abord les SORE, les systèmes d'observation long terme financés par le ministère de la Recherche. Donc il y a un SORE qui s'appelle ACEB. Ça veut dire agrosystème, le cycle biogéochimique et biodiversité. Donc on étudie le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des agrosystèmes et en particulier sur les cycles biogéochimiques de l'écosystème. Donc ça, c'est un système qui est installé à Poitiers, Clermont-Ferrand et puis Mons en Picardie et qui est déjà de 10-12 ans. Les deuxièmes après, c'est des sites qu'on pourrait mettre en place ou qui sont déjà mis en place avec les instituts techniques agricoles et aussi avec les lycées agricoles, s'il y a des observations possibles. Et puis le troisième point, c'est le niveau d'observatoire participatif, où on demande à des gens de faire des observations sur différents systèmes, de manière à ce qu'on puisse prospecter des milieux qu'aujourd'hui on ne connaît, sur lesquels on a peu d'informations aujourd'hui. Bien sûr, les gens sont plutôt intéressés pour prospecter autour de chez eux sur le milieu qui les intéresse. Donc après, c'est toute une question de négociation pour pouvoir à la fois explorer ce qui intéresse les gens et puis aussi explorer les zones blanches. D'autres questions? Roger? Oui. Merci bien. Moi, j'ai une question peut-être pour Stéphane Batty. Les choses ne sont pas très claires pour moi sur la question de la fermeture des milieux et du lien avec trame verte et bleue, maintien de la biodiversité. La fermeture des milieux, si on n'intervient pas, c'est le milieu naturel. Donc pour moi, c'est pas très très clair en fait le lien entre ce que vous avez présenté et finalement l'enjeu trame verte et bleue. Et on connaît d'autres milieux sur lesquels effectivement on sait bien que il y a des enjeux biodiversité autour par exemple de l'alternance prairie-forêt. Mais bon, c'est quoi le lien exact avec trame verte et bleue, quoi? Alors, la question est très intéressante parce qu'en fait, c'est souvent le sujet de débat. Est-ce qu'il faut garder ces milieux ouverts? En fait, il y a des positions très claires, même au sein des parcs nationaux, qui disent bah, finalement, on est dans un parc, on laisse évoluer naturellement le milieu, il va se fermer, et peut-être finalement qu'au sein des espaces forestiers, on va retrouver des zones de clairière, comme ça s'est fait il y a quelques milliers d'années, je pense, où l'homme n'était pas intervenu sur les zones forestières, tout à fait. Le constat aujourd'hui, c'est quand même de dire que, par exemple, les zones de pelouse, qui sont en fait les habitats les plus menacés par la fermeture. Voilà. Les zones de pelouse présentent quand même une diversité propre avec les zones humides. On a parlé ce matin, quelqu'un avait parlé de l'Apollon. Voilà, l'Apollon, typiquement. L'alcyon des Mouillères pour les zones humides. Voilà, ce sont vraiment des espèces très inféodées à ce type de milieu qui, s'ils se referment, a priori vont disparaître. Voilà. Après, c'est une question d'enjeu. Est-ce qu'on en fait un enjeu ou est-ce qu'on dit, bon, bah tant pis, on laisse faire la nature, la biodiversité et les trames se reconstitueront, mais d'une autre façon. Le choix qui est au sein du parc, c'est pas celui-là. C'est de dire on conserve cette trame de milieu ouvert et ce sera cette biodiversité qu'on choisit. Voilà.
Oui, parce que du coup, de maintenir ou de faciliter la réouverture des milieux, ou en tout cas d'empêcher qu'ils se referment, permet quelque part de les maintenir connectés les uns aux autres dans une logique de trame verte et bleue, enfin de trame verte en l'occurrence. Tout à fait. Une des photos d'habitat, il est démontré, le mésobromion est intimement lié à la gestion pastorale. S'il n'y a plus d'animaux sur un mésobromion, c'est le brachypode, enfin c'est d'autres espèces qui s'installent. C'est un autre habitat, ce n'est plus celui-là. Voilà. D'autres questions? Moi, j'avais du coup une petite question, Antonin, à propos de Marc Lefebvre, hein, puisque alors il y a des vidéos sur Internet où on peut le voir. Je vous invite à aller taper son nom. C'est quelqu'un avec une forte personnalité. Il me disait qu'il une grosse, enfin, l'essentiel du projet était dû au fait que cette personne a eu le souhait de porter cette démarche d'agroécologie sur ces parcelles. Et du coup, je m'interrogeais sur l'effet essaimage. Hein. J'ai compris que du coup, les voisins, voyant qu'il se passait des choses qui pouvaient apporter des intérêts à la production, comment ça se passe aujourd'hui en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un essaimage de ces pratiques? C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé de ça, mais en fait, Marc Lefebvre, là, maintenant, il est responsable, en fait, il y a un réseau d'agriculteurs et ils échangent entre eux sur leurs pratiques. Donc, c'est notamment sur les pratiques de non-labour, ou du moins de techniques culturales simplifiées. Et donc, il est à la tête d'un réseau, la PAD, justement, qui vise à échanger entre agriculteurs. Et après, il y a aussi, je pense, rien que le fait que, il y a des agriculteurs autour qui observent aussi ce qui s'est passé chez lui, les aides qu'il a eues pour les plantations, etc. Et qui suivent ça un peu en se disant, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je crois que c'est un peu c'est comme le programme de recherche, quoi. C'est un programme pilote. C'est pas forcément montrer ce qu'on doit faire absolument, mais ça montre que il y a des pistes qui sont possibles, que si on veut aménager, planter des haies, etc., on peut se rapprocher du parc. Ça peut inciter, je pense, d'autres agriculteurs à s'engager dans des MAE, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que lui, il est quand même assez moteur là-dessus, quoi. En dehors du travail du parc, qui est de monter des MAE, des contrats, etc. C'est un peu un rôle d'exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est important sur les territoires. C'est un peu ça. Et puis c'est expérimental aussi, quoi, parce que je pense qu'il y a des agriculteurs que ça intéresse, mais ils ont des craintes par rapport à qu'est-ce que ça donne au niveau des rendements. Là, on voit que Marc Lefebvre, en fait, il a des rendements qui sont vraiment intéressants, hein, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire, c'est bien joli, c'est les bandes armées, etc. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc ça a aussi un rôle d'exemplarité, quoi, de montrer que c'est possible aussi de changer de système. Ouais. Bien, merci. Ici une question par ici, et puis on va arrêter là. Moi, j'ai aussi une question par rapport au... Si vous voulez bien vous présenter, oui, j'ai oublié de rappeler. Pauline Barrier, je travaille au pays de la Léodacie, donc dans les Vosges, où on a une problématique sur les prairies et sur le pastoralisme qui est en crise, du coup, avec les forêts vosgiennes qui grignotent de plus en plus les poteaux, et les fonds de vallée qui s'urbanisent, bref, différentes problématiques concernant les prairies. Et donc l'un des arguments qu'on essaye de développer, c'est justement la qualité du fourrage de ces prairies-là, pour justement prôner un peu cet argument d'autonomie fourragère des agriculteurs et justement un peu être attractif pour le maintien de ces prairies. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez étudié, la portion fourragère, et ce que ça avait là-dessus, les chambres vous avez aidé pour voir un peu la qualité, quoi. Alors il se trouve que dans 2 mois va débuter un stage au sein du parc avec comme support un des scientifiques du conseil scientifique du parc, qui est Jean-Pierre Sartou, et Jean-Pierre Thau, spécialiste des prairies naturelles. Ça part d'un constat en zone cœur de parc. On a eu une problématique de travaux en cœur de parc avec des prairies, plutôt des zones de landes qui sont retournées pour faire de la prairie temporaire. Voilà, c'est un épiphénomène, mais c'est une grosse épine quand même. Et donc on s'est dit, pourquoi un agriculteur fait ça, et qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en éléments. Donc, tout à fait dans la même démarche que je vous ai présentée tout à l'heure, quelles sont les autres ressources présentes, comment fonctionne l'exploitation, et puis en termes de ressources, quelle est la qualité de la ressource fourragère qui est créée et celle sur pied.
Donc voilà. Maintenant, en termes d'intervention de la Chambre d'agriculture, alors elle se fait de plus en plus difficilement, je pense, par rapport à un problème de financement au sein des chambres, voilà, qui aujourd'hui ont des missions ciblées, mais je pense que c'est le problème de tout office ou administration aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas se consacrer à tous les dossiers. On a travaillé longtemps avec une agronome spécialiste des prairies au sein de la Chambre qui est partie aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des réelles compétences, mais dont on ne peut pas toujours bénéficier. Voilà. Bien, merci. Je propose d'arrêter les échanges autour de cette session, sauf s'il y avait une dernière question. Si, Céline. Ici. Bonjour, donc Céline Sanchis de l'Agence française pour la biodiversité. Moi, je me posais la question du lien avec notamment une intervention de ce matin sur l'agroforesterie et le sol, où il était dit que l'agroforesterie pouvait apporter des réponses pour régénérer la fertilité du sol. Et donc, le lien avec votre intervention, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus Voilà. Oui, on a travaillé sur le système agroforestier. Donc, il y a différents systèmes agroforestiers de longue durée déjà qui sont installés à travers la France. Donc, avec une association qui s'appelle Agrof, qui est à Montpellier et qui a mis en place des programmes de recherche sur l'agroforesterie. Et en collaboration aussi avec la FAF, l'Association française d'agroforesterie. Alors, par rapport à la conséquence de l'apport de l'arbre, c'est déjà une zone refuge. Le rang d'arbre est une zone refuge par rapport à la zone cultivée. Ça permet à différents organismes soit de se réfugier, soit de se reproduire dans cette zone-là et d'aller recoloniser la zone de culture. Ensuite, l'association des racines entre la zone cultivée et la zone d'arbre est complémentaire parce que les racines d'arbres ont tendance à s'approfondir et ne pas être forcément en concurrence avec les racines des zones cultivées. Et ça agit sur le stockage du carbone dans les sols, en particulier, aussi bien du point de vue des racines d'arbres que associé après aux cultures. Et sur la biodiversité, eh bien, tout ça, ça donne un système hétérogène dans l'espace, dans les 3 dimensions. Et donc c'est favorable aux pollinisateurs, c'est favorable aux insectes volants, mais c'est aussi favorable aux vers de terre. Je vais juste rajouter un élément, c'est que les plantations agroforestières là, de Marc Lefebvre aussi, là l'objectif c'est qu'après le bois, donc il y aura un peu de bois de chauffage, mais ce sera surtout du bois fragmenté, du BRF. Et en fait l'objectif c'est de faire aussi des parcelles auto-fertiles. C'est-à-dire que ce BRF sera répandu pour fertiliser en litière sur les parcelles, quoi. Donc c'est un usage aussi, je pense, qui est intéressant en agroforesterie, quoi. Voilà. Et après, il y a aussi une culture il y a les arbres fruitiers, j'ai pas précisé, mais il y a des arbres forestiers puis des arbres fruitiers aussi. Donc on peut aussi en tirer une ressource autre que les grandes cultures, quoi. Les systèmes agroforestiers sont des doubles productions. On produit autour de l'arbre et on produit entre les arbres. Et surtout, donc, soit des arbres à coque et bois d'œuvre, soit etc. Voilà. Merci beaucoup.